Le Gomu Gomu no Mi, le fruit qu'a mangé le héros de One Piece, Luffy. Un fruit fétiche qui lui a fait évoluer et passer d'un fruit très faible à un fruit complètement exceptionnel via son imagination. Mais je me suis toujours demandé, et si Luffy avait mangé le fruit de Barbe Noire, le fruit des ténèbres, l'inverse même de son fruit, qu'est-ce que ça donnerait? Aurait-il éprouvé des difficultés dans son aventure? Qui serait capable de le battre avec ce fruit? Est-ce que Luffy aurait eu besoin de l'ellipse de Dojo? Et surtout, que serait devenu Barbe Noire dans cette timeline? Eh bien, chacune de ces questions et bien plus se retrouve dans cette vidéo. Alors, découvrons ensemble l'épopée d'un nouvel homme aux ténèbres. Attendez, quoi? Comment ça vous êtes 86% à pas être abonné à la chaîne alors que vous regardez les vidéos? Bah abonnez-vous les gars! Remplissons le royaume de Lulusia. On a besoin de partisans. Bon allez, je vous laisse tranquille, mais abonnez-vous quand même. Comment Luffy trouve son fruit? Parce que oui, dans l'histoire originale, c'est Luffy qui bénéficie de l'opportunité de manger son fruit via Shanks, dans le bar de Makino. Mais imaginons que ici, Shanks soit assez voire très préventif de où se situe son fruit d'élasticité, qui est pour lui très important. Ce qui fait que Luffy ne gagne pas du tout accès au coffre de Shanks. Mais Shanks dans cette timeline a aussi trouvé un autre fruit du démon sur le chemin, le Yami Yami no Mi. Alors celui-ci, n'en connaissant pas les capacités, Shanks est bien moins regardant, ce qui donne à Luffy la possibilité de manger son nouveau fruit. Que devient le fruit du Gum Gum? Concernant son vrai fruit dans l'histoire de base, il n'y a qu'un réel candidat que Shanks pouvait avoir en tête. Le fruit, il arrive entre les mains d'un homme qui se trouve être le fils du roi des pirates lui-même, Portgas the Ace, qui est selon Shanks la personne qui doit manger le Gomu Gomu no Mi pour répondre à la prophétie de ce monde. Est-ce que Shanks savait déjà qui était vraiment Ace? Est-ce qu'il aurait compris en le rencontrant? Là, on pense que oui. Il aurait directement remarqué les traits similaires de personnalité comme l'impulsivité à la moindre rencontre avec le jeune homme. Ainsi, Shanks prendra le temps d'aller explorer le Mont Corbeau et de rencontrer ce jeune homme particulier durant son escale sur cette zone de East Blue. Mais alors, est-ce que Shanks sauve quand même Luffy dans cette timeline? Vu qu'il sait que ce n'est pas réellement l'élu, Eh bien oui, il le sauve. Déjà parce qu'il avait beaucoup apprécié l'individu durant ses séjours sur Fuchsia, comme on l'a vu quand il se souvenait de Luffy sur les abords de Wano, mais aussi car il n'allait pas laisser un enfant mourir à la mer, alors qu'il l'avait sous sa responsabilité. Ainsi, tout se reproduit comme on le connaît. Bras perdus, pleurs et chapeau de paille. Tout ça conclut sur une promesse entre les deux. Bien que Shanks ne comprend que c'est pas l'élu, eh bien au fond, il voit en lui sa propre personne lors de sa jeunesse en tant que Musayo sur l'Euro Jackson. Naïveté et ambition. Shanks comprend parfaitement Luffy et le voit comme un bon ami, ce qui nous amène 10 ans plus tard. 17 ans, c'est l'âge où Luffy prend enfin la mer. Un jeune certes, mais qui à cette époque a déjà compris les capacités de son fruit en affrontant Ace, l'homme élastique de nombreuses fois, des combats entre les deux qui avaient rendu admiratif Sabo à l'époque. Mais en effet, durant ces combats, le jeune chapeau de paille, en expérimentant, a découvert que son fruit est particulier. Il est capable de créer une dimension où tout peut s'engouffrer et ressortir selon sa volonté. Un vrai trou noir. Mais il possède aussi la capacité d'attirer à lui et d'empêcher les personnes qui ont mangé un fruit du démon d'utiliser leurs capacités, sous le biais d'un contact physique. Chose qui avait fortement poussé Ace à développer son corps sans son fruit et à s'entraîner en secret pour rivaliser avec son petit frère, car personne ne pouvait rivaliser avec Luffy lorsqu'il utilisait son fruit. À part Sabo et bien évidemment qui n'avait pas de fruit. Ce qui força les trois frères à de temps en temps se battre à armes égales en ne pouvant pas utiliser leur pouvoir. Et dans ce domaine, Ace et Sabo étaient de très bons combattants. Ce qui nous amène au départ de Luffy de Fuchsia et à la saga East Blue. de par ses capacités folles, Alvida et Morgan se font complètement aspirer par les ténèbres de Luffy et finissent KO. Un seul Black Hole et tout l'environnement se fera absorber. Face au grand Baggy le Clown, il pourra encore une fois expérimenter les capacités particulières de son fruit et de montrer sa supériorité à ses nouveaux membres d'équipage, son fruit le faisant ainsi battre tous ses adversaires rapidement. Kuro, Don't Krieg, c'est la même chose, battu très facilement, et c'est face à Arlong que Luffy va éprouver ses premières difficultés, lui qui ne peut rivaliser avec les capacités des hommes poissons. Il va finir gravement blessé, car son fruit possède une grosse faiblesse, de ne pas l'immuniser aux dégâts physiques, mais Luffy
Luffy va tout de même écraser Arlong. Après avoir entendu son histoire avec Nami, qui l'a rendu furax, il l'enverra dans les ténèbres. Parce que oui, malgré que son fruit lui donne des capacités exceptionnelles, Luffy semble croire qu'il possède un fruit de type Paramecia, puisqu'il reste touchable quoi qu'il arrive. C'est son combat face à Arlong qui lui fait prendre conscience qu'il devrait peut-être songer à se renforcer physiquement. Et c'est alors que Luffy fait part à son bras droit de sa volonté de devenir plus puissant physiquement, chose que Zoro acceptera avec plaisir, lui qui n'avait pas de partenaire pour ses entraînements musculaires. C'est alors que débutera tout au long de son épopée les entraînements d'alter énervés entre Zoro et Luffy sur le bateau, deux bêtes d'entraînement se forgeant sur le Going Merry. Continuons sur East Blue et finissons avec Smoker qui sera lui aussi, comme presque tous ses compères antagonistes, très facilement battu. Il aura beau envoyer sa fumée pour immobiliser Luffy, Chapeau de Paille aura juste à le toucher pour annuler n'importe quel effet de sa fumée. Ainsi, la rencontre entre Monkey Dragon et son fils ne se produira pas du tout, puisque Luffy ne se retrouvera pas dans une situation bourbier face au colonel fumeur, pour inciter le chef de l'armée révolutionnaire à se montrer. Dragon sera toujours présent, mais observera avec admiration son fils en secret. Donc, balade très facile pour Luffy et son équipage qui, de par leur succès extraordinaire sur East Blue, concoctent déjà, de par leur capitaine à lui seul, une prime de 100 millions de berries dès leur entrée sur Grand Line. Une prime 3 fois supérieure à ce qu'il y a dans la timeline de base. L'épopée Grand Line. La prime bien plus haute de Luffy change évidemment leur arrivée sur Whiskey Peak, puisque là, ils seront pas accueillis par une centaine de chasseurs de primes qui seront présents, mais bien par le double voire le triple, ce qui va être un bordel monstre. Mais l'histoire reprend son cours normalement ensuite. Tout se passe aussi facilement que dans les cas précédents et l'histoire se poursuit, sauf jusqu'au cas Alabasta, où un gros changement se produit. Déjà le fait que Ace ne soit pas présent et ne rencontre pas l'équipage de son frère, car Teach n'a pas trouvé le Yami Yami no Mi, donc Tatch est toujours vivant. Barbe Noire n'est donc toujours pas partie de l'équipage de Newgate, attendant la bonne occasion pour se mettre en action. Par la suite, on a aussi l'occasion de voir la défaite de Crocodile, dès sa première rencontre avec Luffy, et non en 3 rounds, comme dans la timeline de base. Par contre, l'affrontement n'en sera pas de temps facile, puisque le sable de Crocodile fait extrêmement mal si on en encaisse ne serait-ce qu'une attaque. Lui qui peut assécher ou envoyer valser d'une tornade un adversaire. Luffy va donc finir dans un très sale état après son combat, mais lui faisant tout de même monter sa prime à un total de 200 millions de berries, 100 millions de plus que dans la timeline de base, ce qui évidemment a pour conséquence d'attirer l'attention d'Ace. Comme je vous l'ai dit précédemment, Ace n'a pas rejoint les Mugiwara, mais que fait-il alors s'il ne cherche pas Teach? Eh bien, il continue sa vie de pirate, tout simplement. En particulier, celle du rookie fou qui s'était confronté à Barbe Blanche jusqu'à en rejoindre son équipage. Après plus d'une centaine de tentatives de meurtre, il a la volonté de faire devenir Barbe Blanche roi des pirates. Et c'est en voyant cette nouvelle prime que Ace ira la montrer à son père et ses commandants. Tout fier, mais dans un coin, un homme sourit de manière anormale. Lorsque Ace évoqua les capacités exceptionnelles de son frère, Marshall D. Teach comprend que son heure est bientôt venue. Il a enfin trouvé le fruit qu'il a tant recherché. Reste plus qu'à trouver l'opportunité de le posséder. Alors pour le moment, Teach reste sagement dans l'équipage de Barbe Blanche. Continuons l'épopée de l'homme ténèbre au chapeau de paille. Tout va rouler avec facilité durant son périple niveau adversité, sauf à partir du moment où il va se retrouver sur une île céleste nommée Skypiea. Là-bas, il se retrouve à devoir combattre contre Ener, un homme qui se considère comme un dieu, qui opprime un peuple par la peur et qui possède des pouvoirs électriques impressionnants. C'est là où Luffy ne doit absolument pas se faire toucher, car ne possédant pas l'élasticité pour agir à sa guise face aux fruits de la foudre d'Ener. Donc un combat où Luffy va pour la première fois devoir s'éveiller aux propriétés du acquis de l'observation, face à cette contrainte de pas devoir se faire toucher à tout prix, rendant son combat bien difficile et périlleux, mais très bénéfique dans sa progression. Ça me paraît pas tant que ça pour Luffy d'éveiller cette capacité, vu que quand il faisait le Goemon face à Ener, il arrivait aisément à esquiver ses coups. Par la suite, après un jeu loufoque rempli de triches, de fruits ralentisseurs et d'afro, Luffy va se retrouver face à un amiral de la marine, Aokiji, qui va comprendre que le fruit du fils de son maître Garp est bien embêtant. Mais pour lui, ce ne sera pas une grande difficulté, puisque bien que Luffy puisse le toucher, il ne maîtrise pas du tout le haki de l'armement. Il est fort certes pour le toucher grâce à son fruit, mais pas assez pour battre un amiral de la marine. Luffy finit alors congelé face à Kuzan et connaît sa première défaite dans cette timeline, ne pouvant rien faire face à un homme qui s'est entraîné sur des cuirassés depuis de longues années avec son maître. Après ça, Luffy commence à remettre en question la façon dont il pourrait battre des adversaires aussi puissants.
temps et vient à la conclusion qu'il a besoin d'entraînement. Sauf qu'à l'époque, sur le navire, aucun n'est capable de transmettre les propriétés du haki à Luffy, ce qui le fait complètement stagner et le rend ultra dépendant de son fruit. Et vous connaissez Luffy, il va vite oublier ce détail pourtant très important. Et le prochain combat où il va beaucoup éprouver de difficultés, c'est face à Lucci, le gros matou, le léopard, qui est tellement rapide qu'il arrive à échapper à la portée du fruit des ténèbres. Alors, Lucci décide de manière très intelligente de rester à distance et de seulement faire des pas de lune et des pieds ouragans pour blesser Luffy. Mais au final, malgré les nombreuses blessures que Luffy reçoit durant le combat, les seules fois où il touche Lucci, c'est dévastateur, qui fait que le combat finit de la même manière que de base. Luffy finit par battre Lucci à bout de force et tombe inerte au sol, sauvé par Robin et le Merry. Ses capacités à encaisser les coups ne font que grandir. Sa limite s'étend à chaque fois un petit peu plus, ce qui le rend tout de même très endurant face à ses adversaires. Ensuite, face à Moria, le combat se fera très facilement et Moria finira traumatisé. Mais par la suite, l'équipage de Luffy ne pourront rien faire face au tyran du royaume sorbet, Bartholomew Kuma, trop rapide et puissant. Malgré son acquis de l'observation développé face à Ener, Luffy n'arrive pas à suivre la cadence et finit KO. Ce qui nous ramène à cette fameuse scène où Zoro prend toute la douleur encaissée par son capitaine. Passons à Sabaody, où là une grosse différence se produit puisque déjà, l'équipage après avoir fait le bordel en frappant Carlos, se retrouve face à Kizaru. Mais ici, face à l'amiral, Luffy, bien que plus faible, arrive à suivre la cadence. Il se fait énormément prendre de vitesse, mais arrive à placer quelques coups. L'affrontement est bien plus serré, ce qui ne nécessite pas l'intervention de Silver Riley. Mais par contre, Kuma se pointe quand même pour séparer l'équipage, car il sait que si Kizaru continue à les combattre, l'équipage ne sera plus de ce monde. Alors il envoie tout le monde aux quatre coins du monde. Mais à la différence de l'histoire de base, Ace n'est pas à la recherche de Teach, donc pas d'Ace emprisonné ou qui va être exécuté, ce qui supprime deux arcs majeurs d'Impel Down et Marineford, mais qui enlève aussi le fait que le frère de Luffy meurt. Ainsi, pour Luffy, son développement et sa maturité ne sont pas aussi développés qu'après la disparition de son frère, rendant ainsi le petit homme de 17 ans naïf au point de bien vouloir revoir ses compagnons 3 jours après leur affrontement avec Kuma et Kizaru, malgré les avertissements de Rayleigh. Il n'y a donc aucune ellipse. Les Mugiwara en 3 jours n'ont pas pu recevoir assez d'entraînement dans leur île respective pour voir une véritable progression. Ainsi, tout le monde décide de se rendre sur l'île des hommes poissons. Et là-bas, ils vont croiser Odie Jones, qui fait le bordel, et ils vont l'éteindre. Il va attirer la venue de l'équipage de Barbe Blanche, qui vient de voir qui fait du grabuge sur leur île protégée. Car oui, Barbe Blanche n'est pas mort, par conséquent, il est toujours sous la protection de l'empereur. Et c'est là qu'un événement curieux se produit. Après avoir compris que c'était le frère de Ace et qu'en plus il a sauvé une île qui était finalement en danger, ils vont le remercier. Ils vont passer des moments de fête ensemble pendant quelques jours. Mais c'est là que Marshall D. Teach va montrer son vrai visage. En effet, c'est durant cette fête qu'il en profitera pour parler à Luffy à l'écart. Luffy accepte et se retrouve face à un individu qui prend ses griffes à bout portant et lui fait une gigantesque cicatrice. Il lui détruit le corps. Teach pense avoir gagné et commence à se mettre en position pour le tuer et récupérer le fruit qu'il attendait depuis longtemps. Sauf que Ace débarque et le met KO d'un Gum Gum Pistol. Choqué de voir son compagnon agir ainsi, ils vont alors devoir décider de son sort. Et Barbe Blanche décidera alors de le renier et de le balancer menotté dans une base de la marine, pas trop loin après l'île des hommes poissons. Luffy, très blessé, aura alors plusieurs jours de convalescence, mais décidera tout de même de reprendre la mer quelques jours après cet événement fort en émotion. Et Marshall D. Teach, lui, se verra enfermé au niveau 1 de Impel Down. Vu qu'à l'époque de son aventure avec Newgate, Teach avait récolté la somme astronomique d'un total de 0 berry, chose que nous avait confirmé Bartholomew Kuma. Il avait réussi à se cacher et à être inconnu chez la marine, donc sa peine est minime. Le fait que Luffy ait décidé de faire 3 jours avant de repartir pour le Nouveau Monde est la pire décision possible puisque aucun dans l'équipage ne maîtrise le haki à part Luffy, avec son haki de l'observation, ce qui fait que n'importe qui dans le Nouveau Monde peut leur mettre une raclée monumentale. Alors, c'est à la sortie de l'île des hommes poissons qu'ils vont prendre une direction nouvelle. Déjà car l'arc Punk Hazard n'est absolument pas habité, car César n'a pas pris possession des lieux pour ses expériences, après le combat de Akainu et Aokiji, puisque le combat n'a pas encore eu lieu. Et surtout, Kinemon, la raison première de la venue des Mugiwara sur l'île, n'est pas du tout encore arrivé sur l'île. Il n'est même toujours pas arrivé du passé grâce au pouvoir de Toki. Ce qui fait qu'à l'approche des différentes îles du Nouveau Monde, avec le Lock Pause, Luffy ne sera pas pris de curiosité par un appel de Punk Hazard.
Luffy, en voyant une île subissant le tonnerre constant étant prêt, décidera donc d'amarrer sur cette île mystérieuse. Bien que tout l'équipage ne soit pas pour cette idée. Et en même temps, faut les comprendre. Qui a envie de revivre un épisode énervé, mais constant? Apparemment, Oden et sa clique sont passés sur l'île si j'ai bien compris. Mais c'est pas pour autant que ce sera une partie de plaisir. Rappelez-vous comment tout est étrange là-bas. T'as carrément une vieille qui propose des parapluies aux abords de l'île. Globalement, les aventures de Mugiwara dans le Nouveau Monde, ça sera complètement différent. Pas de Wano, pas de Dressrosa, et tout ça à cause du fait que Punk Hazard n'existe pas, supprimant l'alliance entre Law et Luffy pour battre Kaido. Mais sans entraînement, ça conduit à un moment ou à un autre à l'extinction de l'équipage par un des Yonko. Dans le Nouveau Monde, t'as deux choix, soit tu t'allies avec un Yonko, soit tu l'affrontes. Un scénario à la Kid ou à la Hawkins, où face à un empereur, les Mugiwara, bien qu'aidés par un fruit des ténèbres, ne feront aucunement le poids vu le peu de maîtrise d'acquis qu'ils ont. Ainsi, c'est en amarrant sur le territoire d'un Yonko par inadvertance que Kaido ou Big Mom va venir tuer l'équipage sans vergogne. L'aventure s'arrête donc ici pour le porteur du Yami Yami no Mi et son équipage. De son côté, on imagine que Ace se révèle être le nouveau Joy Boy et qu'il trouve d'une manière ou d'une autre un moyen de libérer le monde du contrôle du gouvernement mondial. Mais ça, c'est très compliqué à imaginer, alors on verra ça dans une autre vidéo. Bref, si on devait conclure sur cette aventure donnée par les ténèbres, Luffy aurait aisément passé East Blue et Grand Line, sauf jusqu'au moment où il va croiser des Logia. Ayant un point faible de tangibilité, Luffy va devoir encaisser de gros dégâts. Et c'est alors, face aux amiraux qui possèdent en plus d'un bon fruit, un bon acquis, que Luffy va connaître ses premières grosses défaites. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'atteindra pas l'île des hommes poissons, qui ici est atteint 3 jours après les événements sur Sabaody, ce qui fait qu'aucune ellipse ne prend place, rendant les Mugiwara bien trop naïfs et inexpérimentés pour le nouveau monde. Leur chemin sera bien différent, à cause de la différence des événements sans l'ellipse, et surtout sans la mort de l'équipage de Barbe Blanche. Alors face à la dure réalité de cette mer, Luffy et sa clique finiront défaits par soit Big Mom ou Kaido, en amarrant sur une île protégée par l'un de ces personnages. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées de prochains what if. Je vous laisse vous abonner à la chaîne pour rejoindre le royaume Lulusia. Merci pour le soutien et à la prochaine.